Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions,
Je suis le docteur Alain Scoï, je suis né en 1947. J'ai vécu la plus grande partie de mon enfance dans les banlieues parisiennes, un peu défavorisées, dans des HLM à Asnières et à Épinay-sur-Seine. Et puis j'ai eu la chance de faire mon lycée au lycée pilote d'Enghien-les-Bains, qui était vraiment un établissement un peu hors pair. Et je me suis tourné vers la faculté de médecine de Montpellier pour apprendre mon métier. Donc j'ai fait mes études à Montpellier et j'ai passé ma thèse de doctorat en médecine au mois d'octobre 1973. Le 15 décembre 1973, donc quelques mois après, je m'installais comme médecin généraliste à Salcurant, dans l'Aveyron, un petit village situé à 40 km environ de Millau, à 40 km de Rodez, à vol d'oiseau. Bon, alors à Salcurant, je me suis retrouvé médecin généraliste d'un petit village à 40 km de la ville la plus proche, de la clinique la plus proche. Et par conséquent, j'ai été amené à pratiquer véritablement la médecine générale. Et ça commençait par l'obstétrique, on faisait le suivi des femmes enceintes. J'allais les accoucher dans la clinique, soit de Millau, soit de Rodez. Et puis, je faisais le suivi des bébés, donc toute la pédiatrie, toute la diététique du bébé, euh, les enfants, les adultes, les vieillards, l'accompagnement aux mourants. On faisait absolument une médecine très, très, très complète et c'était un travail extrêmement intéressant. À l'époque, j'étais jeune et c'était pour moi une grande fierté d'être responsable d'un village entier. Et, et bien sûr, je pratiquais la médecine telle qu'on me l'avait enseignée, avec les antibiotiques, la cortisone, les anti-inflammatoires, toutes les substances officielles. Et j'étais d'ailleurs très ami avec mon pharmacien, puisque j'étais un bon prescripteur, et pour cause. J'étais aussi le médecin des pompiers, j'assurais les campagnes de vaccination systématiques et obligatoires dans les écoles avoisinantes et celles de Salcurant. Alors il faut savoir, le pays était très rude. L'altitude, c'était entre 900 et 1100 mètres d'altitude. C'était un plateau granitique battu par les vents, avec des hivers qui duraient du mois d'octobre jusqu'au mois de mai inclus, avec des fois des chutes de neige très très importantes encore au mois de mai. Mais il faut dire quand même que c'était pas très pollué. Encore à l'époque, il n'y avait pas autant de pesticides qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tant d'engrais, c'était une région d'élevage. Euh, les paysans tuaient leurs cochons chaque année. C'était encore assez traditionnel, on peut dire. Pourtant, j'ai été absolument stupéfait de constater dès ma première année d'activité dans ce village la mauvaise santé des enfants que je suivais donc de A jusqu'à Z. J'avais en moyenne entre 10 et 20 naissances par an. Donc c'était déjà une bonne base de travail et une bonne base d'évaluation. Et ces enfants auraient dû être acclimatés. Ils étaient dans ce pays au travers de leur généalogie, de leurs ancêtres depuis toujours. Or, ils étaient malades entre 20 et 25 jours par mois, et c'était des maladies particulièrement graves, puisque ça allait de la bronchiolite asphyxiante, de la laryngite trétuleuse, des gastro-entérites, des déshydratations aiguës. Ça n'arrêtait pas, et des fièvres à 40, et c'était sans arrêt des antibiotiques, de la cortisone, et au point que très très vite, je me suis tourné vers l'homéopathie pour essayer d'avoir d'autres solutions thérapeutiques, parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin tous ces médicaments-là. Et puis, malheureusement, l'enfant retombait malade 8 10 jours après, c'était toujours pareil, quoi. Hein. Et par conséquent, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, c'est pas normal. Je ne pouvais pas accepter une situation pareille. Et donc, mon premier réflexe, ça a été de remettre en cause l'alimentation. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, les pédiatres arrivaient progressivement sur le marché de la médecine générale. Et il prenait petit à petit une influence de plus en plus prépondérante par rapport au suivi des enfants, et en particulier dans les villes. Et les généralistes qui tentaient de conserver leur clientèle, évidemment, récupéraient leurs recettes, leurs innovations.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'allaitement maternel n'était pas du tout à la mode. On donnait des biberons à tous les enfants et très très tôt, on les mettait à la viande, à l'alimentation diversifiée. Des choses même aberrantes quelque part, puisque les prématurés, au lieu de leur donner du lait, on leur donnait du jus de viande, soi-disant que c'était plus digeste. Voilà. Et donc mon premier réflexe a été de me dire, ben, peut-être c'est cette alimentation un peu trop moderne qui les perturbe, qui les fragilise. Et par conséquent, pendant des mois, j'ai bûché les livres du docteur Paul Carton et j'ai essayé de revenir à plus de bon sens, à plus de naturel. Et donc j'ai demandé aux mamans d'allaiter leurs enfants au moins jusqu'à 6 mois complètement, et puis ensuite progressivement d'introduire une alimentation diversifiée mais extrêmement douce, avec de l'œuf en mélange, avec des aliments pas déconcentrés par des cuissons à deux eaux, etc. Et j'ai fait ça pendant un an environ, et au bout d'un an, j'ai constaté que ben non, il n'y avait pas la moindre amélioration. C'était toujours la même chose. Et c'est alors que je me suis dit, il y a quand même autre chose. Bon, alors c'est toujours à Salcurant que j'ai fait une découverte absolument incroyable et qui a complètement bouleversé toute ma vie à ce moment-là. Et je crois que c'est une découverte que très peu de médecins ont fait. Parce que en tant que, en tant que généraliste, je suivais les enfants et évidemment je les pesais, je les mesurais chaque mois. Et puis, je notais ça sur le carnet de santé, mais quelque part, je notais sans prendre conscience d'une réalité incroyable, c'est que un petit bébé s'agrandit et s'agrossit. Et bon, ça vous allez me dire, c'est normal, tout le monde le sait, mais ça grandit de 4 à 5 centimètres par mois et ça grossit de 500 grammes à 1 kilo par mois les 9 premiers mois de la vie. Et cette poussée de croissance qui est absolument colossale, elle est évidemment très 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 dévitalisante et fatigante. Enfin, elle ne devrait pas être dévitalisante, mais elle est très fatigante pour l'enfant. On sait parfaitement que l'enfant mesure environ 50 centimètres à cette époque-là, à la naissance. On sait qu'un adolescent de 1,50 m qui grandit de 1 cm par mois est épuisé. Et là, imaginez, faites une règle de 3, imaginez un adolescent qui grandisse de 12 à 15 cm par mois, mais il va être grabataire. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement, que les bébés ne marchent pas avant je ne sais quel âge, avant 1 an en général. Bon. Et donc j'ai découvert ça. J'ai découvert que, eh bien, ces bébés grandissaient et grossissaient de façon incroyable. Ils avaient une poussée de croissance tout à fait exceptionnelle, et ça jusqu'à l'âge de 9 mois. Et je me suis dit, pendant cette période, ces 9 premiers mois, on leur inocule des maladies atténuées, artificielles, au travers des vaccins. Alors, je n'ai jamais remis en cause à cette époque-là l'intérêt des vaccinations. Je me suis dit simplement, ben, peut-être qu'il n'y a pas d'urgence pour les vacciner contre le tétanos, la diphtérie, la polio, ou des choses comme ça, avant 9 mois. On a le temps. On peut commencer les vaccinations seulement après avoir passé cette poussée de croissance colossale. Et donc j'ai demandé aux mamans, j'ai prévenu les mamans, je leur ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, on va attendre qu'ils aient 9 mois pour commencer les vaccinations systématiques et obligatoires, que ce soit le BCG, que ce soit le tétracoque, etc. Les 2 années qui ont suivi, je n'ai pratiquement plus fait que des visites systématiques où je pesais, je mesurais les enfants. Il n'y avait plus jamais de maladie aiguë, sauf éventuellement quand il y avait une percée dentaire, une petite poussée de fièvre qui guérissait spontanément avec un petit peu d'aspirine. Donc c'était vraiment un changement ahurissant pour moi. Et là, je crois que j'ai fait un premier pas vers une remise en cause de la médecine officielle. En juin 1978, j'ai quitté Salcurant, j'ai quitté l'Aveyron pour venir m'installer comme homéopathe à Orange dans le Vaucluse. Il faut savoir que les paysans n'étaient pas très portés sur l'homéopathie, c'était pas trop leur truc. Et moi, c'était quelque chose une pratique qui me passionnait, étant bien clair que pour moi à l'époque, l'homéopathie n'était pas une médecine à part entière, c'était simplement une thérapie qui était plus respectueuse de la vie et de la réalité.
Et je vais rester à Orange jusqu'au 1er avril 1996, date à laquelle j'ai démissionné suite à mon conflit avec le Conseil de l'Ordre. Pendant toutes ces années, en plus de l'homéopathie, j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise, j'ai pratiqué l'acupuncture et je me suis mis à la psychanalyse. Lorsque je suis arrivé à Orange, j'étais évidemment toujours convaincu de l'utilité des vaccinations, mais de cette nécessité de ne les pratiquer qu'à partir de 9 ou 10 mois seulement chez les enfants. Et un jour, un de mes clients vient me voir et me dit: écoutez, docteur, je voudrais vous faire confiance, j'ai pas envie de remettre en cause ce que vous m'expliquez, mais en même temps, je suis pas vraiment pour les vaccins et j'ai pas envie de vacciner mes enfants, donc je vous propose un accord, si vous voulez. Je vous prête un livre et vous le lisez, et vous me faites dans le même temps une ordonnance pour que j'aille acheter les vaccinations à faire à mes enfants. Et je vous donne ma parole que je garde ces vaccins au frigo à plus 4 degrés, que à la minute où vous me téléphonez, quand vous le déciderez, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, eh bien, même si c'est la nuit, à n'importe quelle heure, je prends mes enfants avec moi et j'amène les vaccins et vous pourrez les vacciner. Bon, apparemment, il n'y avait pas de piège dans cette histoire-là, donc je lui dis d'accord. Et le livre, c'était le livre du docteur Fernand Delarue sur l'intoxication vaccinale. C'était un livre basique. Et effectivement, j'ai commencé la lecture de ce livre. Et très rapidement, le doute s'est installé en moi par rapport à l'utilité des vaccinations. Et il me faudra encore des années pour comprendre à quel point le problème des vaccins est discutable. Mais déjà, à l'époque, Fernand Delarue proposait des études statistiques qui étaient quand même vraiment choquantes. Par exemple, par rapport au vaccin antivariolique, il donnait l'exemple de la vaccination aux Philippines. En 1905, la variole était endémique et il y avait environ 10% de mortalité par an à cause de la variole dans les Philippines et dans l'ensemble de ces îles. Et c'est en 1905 que commencent les premières campagnes de vaccination antivariolique massives. Et immédiatement après le début de cette campagne de vaccination massive, probablement en lien avec la mise en route de cette campagne, une épidémie de variole se déclenche et cette épidémie va tuer, si mes souvenirs sont bons, 25% de la population. Donc une épidémie d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et bon, la médecine officielle est sûre d'elle, et donc elle dit: c'est parce que vous n'êtes pas encore assez couvert, il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées, et c'est pour ça. Et donc on continue la campagne de vaccination massive, et on arrive à un taux de couverture vaccinale, pour reprendre les termes officiels, de 95% sur la plupart des îles des Philippines. Et en 1925, une nouvelle épidémie de variole se déclenche dans les Philippines, et cette fois-ci, c'est 54% de la population qui est décimée, qui est tuée, qui meurt de cette maladie. Et il faut savoir que la capitale, Manille, était, de toute évidence, la région où la couverture vaccinale était la plus importante. Elle devait avoisiner les 97-98%. Et là, dans la capitale, la mortalité atteint 65,3%. Et paradoxalement, une petite île des Philippines, l'île de Mindanao, a refusé la vaccination pour des raisons religieuses. Et dans cette île, l'épidémie a sévi également, mais il n'y a eu que 11,4% de décès au lieu de, je vous rappelle, 65,3% à Manille. Donc,
j'ai commencé à me dire, oui, ces vaccinations, peut-être c'est pas si efficace que ça. Et donc, j'ai téléphoné à mon client en lui disant, écoutez, non, vous pouvez jeter les vaccins, je vais arrêter de vacciner. Et à partir de cela, de ce jour, j'ai refusé de faire la moindre vaccination à qui que ce soit. Lorsque les gens voulaient vacciner leurs enfants, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, mais moi je ne pratique pas. Vous allez voir un autre médecin qui vous fera ces vaccinations. Voilà. Et j'ai quand même commencé à œuvrer de manière souterraine pour essayer de mettre le doute en quelque sorte chez mes patients, de leur expliquer, de réfléchir avant de faire cet acte-là. J'étais encore très très loin de la vérité. Je la comprendrai que 18 ans plus tard, en 1997, avec un article du docteur Garnier du Centre antipoison de Paris par rapport à l'aluminium. Donc le docteur Garnier écrit dans le Concours médical, donc qui est un journal extrêmement sérieux, qui est distribué plus ou moins gratuitement à tous les médecins, et il explique, donc je crois que c'est début 97, il explique que l'aluminium est un poison qui ne doit pas dépasser la dose de 15 microgrammes par litre de sang pour que l'on se porte bien. Et il explique qu'une altération des fonctions cérébrales se manifeste à partir de 60 microgrammes. Et qu'à partir de 100 microgrammes par litre de sang, eh bien, les dégâts neurologiques sont irréversibles. Et c'est l'encéphalite spongiforme avec exactement, précisément la description des troubles anatomopathologiques d'encéphalite spongiforme, et puis la maladie d'Alzheimer et beaucoup d'autres maladies, bien sûr. En 1994, lorsqu'on a lancé la campagne de vaccination hépatite B, eh bien, toutes les injections vaccinales comportaient la présence d'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire la forme la plus toxique de l'aluminium, mais tenez-vous bien, à la dose de 1250 microgrammes. Je vous rappelle, 100 microgrammes par litre de sang, et les dégâts sont irréversibles. Eh bien, il y avait 1250 microgrammes par seringue d'injection dans chaque tétracoque, dans chaque... C'était des doses hallucinantes. Quand vous imaginez qu'un bébé a moins de 1 litre de sang dans son corps, et il reçoit avant l'âge de 9 mois 4, 5, 6 injections, où chaque fois il y a 1250 microgrammes d'aluminium. Réalisez l'impact de cette histoire-là, quoi. Et le docteur Garnier explique dans son article que cet aluminium ne s'évacue jamais. Il reste stocké dans l'organisme parce que l'organisme le confond avec le fer et le prend donc pour une substance utile. Donc c'est absolument catastrophique. Et là, oui, j'ai vraiment compris pourquoi les vaccins sont nocifs. Et en même temps, j'ai compris quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que c'est la présence de ce poison qui donne aux vaccinations une apparente efficacité. Mais là, c'est toute une histoire et nous en reparlerons plus tard, lors d'une prochaine vidéo. Arrive alors l'année 1994, et l'année 1994, c'est le lancement de la campagne de la vaccination hépatite B dans les collèges et les lycées de France. Et c'est alors que je suis entré vraiment en lice dans cette guerre contre les vaccinations, que j'avais commencé de façon très, très calme jusque-là. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que le vaccin hépatite B est un vaccin complètement révolutionnaire. Il y a toujours le même adjuvant de l'immunité, on l'a vu, mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est un vaccin qui est fabriqué par génie génétique. Et ça, c'est la première fois. Jamais aucun autre vaccin jusque-là n'a été proposé avec ce mode de fabrication. Les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit l'Institut Pasteur, le laboratoire SmithKline-Bisham, etc., reconnaissaient alors de façon tout à fait notoire et officielle qu'il ne serait possible de juger de l'intérêt et de l'efficacité de cette campagne de vaccination et de son éventuelle nocivité que 20 ans plus tard. Ça veut dire que l'État français, qui a payé la campagne publicitaire en faveur de ce vaccin, qui a payé la vaccination, eh bien, l'État français devenait l'expérimentateur
des laboratoires par rapport à cette nouvelle vaccination, à ce nouveau type de vaccin. Et là, c'était quand même, à mon avis, excessif parce que on utilisait nos enfants, et je suis moi-même père de nombreux enfants, donc pour moi c'est important, on utilisait nos enfants comme cobayes. Donc là, je suis vraiment entré en lice et de la manière la plus simple possible. Je me suis dit, je vais simplement écrire à mes confrères pour leur expliquer que peut-être il faudrait être prudent. D'autant plus que le code de déontologie médicale nous interdit d'utiliser des procédés thérapeutiques qui ne sont pas suffisamment éprouvés. Voilà, donc j'ai écrit à tous les médecins, tous mes confrères du Vaucluse, spécialistes ou généralistes, pour leur recommander la prudence. Donc c'était une longue lettre qui certainement a dû les saturer un peu et les fatiguer, mais bon, il faut reconnaître, j'étais encore relativement jeune. Voilà. Et évidemment, c'est un travail colossal de faire un routage de lettres comme ça sur je crois, largement un bon millier de médecins. Et par conséquent, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais après tout, c'est idiot, parce que le Conseil de l'Ordre, qui est le garant du Code de déontologie médicale, édite une revue qu'il donne à chaque adhérent au Conseil de l'Ordre, et donc il pourrait très bien prendre le relais et diffuser l'information par sa revue. Et donc j'ai écrit au Conseil de l'Ordre en lui demandant donc de diffuser cette information. Et la réponse de cette institution a été tout à fait éloquente, puisque le Conseil de l'Ordre a déposé plainte contre moi devant le Conseil de l'Ordre. Pendant 2 ans, les plaintes se sont succédées parce que, évidemment, les médecins avec qui j'ai écrit ont été étonnés, se sont plaints au Conseil de l'Ordre qui a répercuté ces plaintes sur moi. Et puis, moi, j'ai répondu aux plaintes et il y a eu un échange de courriers qui a été assez dense et c'est vrai que j'étais pas tendre et je répondais de façon des fois très énergique. Je proposais bien sûr des arguments scientifiques. Et chaque fois que je proposais un argument scientifique, il me répondait « Mais monsieur, vous êtes insolent ». Ou bien il me répondait « Monsieur, nous ne sommes pas compétents sur le plan scientifique ». Ce qui est étrange. Voilà. Et tout ça a fini par une comparution en règle à Marseille devant les instances régionales du Conseil de l'Ordre. C'était en novembre 1995. Et ce verdict, c'était la radiation à vie. Bien sûr, pas pour la moindre faute professionnelle, mais pour délit d'opinion, puisque je n'étais pas en accord avec cette campagne de vaccination systématique qui prenait nos enfants comme cobayes. Alors lorsque j'ai reçu ce verdict, auquel je ne m'attendais absolument pas, je pensais à un avertissement, un blâme éventuellement, mais pas au-delà, eh bien j'ai fait appel de cette décision devant les instances nationales, ce qui est suspensif, c'est-à-dire que je restais toujours, j'avais toujours l'autorisation d'exercer, mais en même temps, je me suis dit, je ne peux pas rester membre de cette institution, parce que vraiment, moralement, c'était inacceptable pour moi. Et donc, j'ai démissionné. Et j'ai démissionné à la date où prenait effet, logiquement, ma radiation, c'est-à-dire au 1er avril 1996. Alors, il faut être bien clair. Je suis toujours docteur en médecine. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Il faut savoir que mon diplôme a été reconnu par les autorités espagnoles depuis mon exil à Madrid, enfin en Espagne. Et donc là, il n'y a aucun problème. Mais je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Voilà, c'est pas la même chose. Je suis toujours docteur en médecine. En principe, quand on fait appel, comme ça, on est jugé ensuite par les instances nationales. Et la plupart des médecins, lorsqu'ils font appel pour une plainte, eh bien, il faut 3 à 4 ans de délai pour comparaître au niveau national. Eh bien, pour moi, 6 mois après, je comparaissais à Paris et là, la condamnation a été confirmée, alors que je ne faisais plus partie de cette institution et donc ils n'étaient plus compétents pour me juger. Mais ils ont confirmé néanmoins la radiation à vie pour délit d'opinion. J'avais joué à Don Quichotte, je me suis retrouvé sans le sou, mais bien sûr libre. J'ai eu l'impression que des écailles me tombaient des yeux. C'est étonnant, mais 5 ans auparavant, un de mes clients m'avait donné des photocopies des brochures du docteur Hammer sur la dimension psychosomatique
des cancers. Et ces photocopies étaient dans une enveloppe ouverte sur mon bureau et je ne m'étais jamais autorisé à les lire. C'est comme si je n'avais pas le droit, aussi longtemps que j'étais membre de cette institution qu'est le Conseil de l'Ordre. Eh bien, en quelques mois après ma radiation, j'ai découvert, bien sûr, en 97, la cause de la nocivité des vaccins, mais j'ai découvert aussi l'impact de la vitamine C et son intérêt. J'ai découvert les microzymas et le professeur Antoine Béchamp. J'ai découvert la dimension psychosomatique des maladies et bien d'autres choses encore. Mais l'Ordre des médecins n'en est pas resté là. Les plaintes, les convocations à la gendarmerie avec procès-verbaux, perquisitions, etc. se sont multipliées. Un procès pour exercice illégal de la médecine parce que je continuais à rédiger des certificats médicaux de contre-indication vaccinale, gratuitement bien sûr. Bon, et puis le bouquet final, ça a été un contrôle fiscal. Et à l'époque, bien sûr, je n'avais plus aucun revenu, je n'avais plus de comptabilité, je n'avais même pas de compte en banque. Je travaillais logé, nourri pour des associations qui, elles, étaient parfaitement en règle. Mais selon l'inspecteur des impôts, je devais avoir des revenus occultes, soi-disant, puisque j'ai été redressé sur la base de mes revenus de médecin d'avant la radiation. Alors, bien sûr, ce redressement ne m'a pas beaucoup affecté sur le moment. Le contrôle fiscal était beaucoup plus pénible à supporter pendant des semaines et des mois à discuter avec cette personne. Mais de toute façon, apparemment, il ne pouvait rien faire. Et je l'ai cru jusqu'au 30 octobre 2002 où j'ai reçu un avis de contrainte par corps. C'est-à-dire que je partais en prison si je ne payais pas ce redressement fiscal complètement illégitime et injustifié dans la semaine qui suivait. Et par conséquent, à la Toussaint 2002, nous avons ramassé, mon épouse et moi, quelques affaires et nous avons émigré de l'autre côté de la frontière, en Espagne, à Agudiana. Alors, parmi les grandes découvertes que nous avons fait, mon épouse et moi-même, depuis 2002, depuis que nous sommes à Agudiana, il y a d'abord et avant tout toute la dimension de la biologie microscopique avec les découvertes du professeur Antoine Béchamp autour des microzymas qui sont confortés aujourd'hui par les biologistes modernes, ce qu'ils appellent les nanobactéries. Et puis, il y a bien sûr l'approfondissement de la dimension psychosomatique des maladies. Et le troisième volet extrêmement important, c'est la notion de terrain. La notion de terrain, un terrain que l'on peut mesurer par la bioélectronique et qu'on peut améliorer de façon considérable avec l'adjonction de vitamines, d'antioxydants, vitamine C, vitamine E, etc. En résumé, on peut dire qu'il m'aura fallu 25 ans pour quitter le berceau de la médecine officielle. Et il m'a fallu 15 ans pour mettre au point une synthèse qui reprend à la fois tout ce qui est valable et qui reste valable dans la médecine officielle, et puis la dimension psychosomatique, et puis la microscopie, la biologie à partir des découvertes du professeur Antoine Béchamp, et la notion de terrain et de vitamines.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il